je n'ai pas le PowerPoint. Il est là. J'ai pas dû partager. Attends. Ouais. C'est bon. Ouais, mais après là, je vois. Bon. On y va comme ça? Oui, on y va comme ça. Ok. Parfait. Ok. Donc, aujourd'hui, donc, le thème de ma présentation s'intitule « S'émanciper de ses préoccupations d'enseignant débutant pour développer sa professionnalité ». Apport de la vidéoscopie. Donc, c'est une étude qui a été menée avec des enseignants, donc des étudiants dans le cadre d'un module pré-professionnel pour des étudiants en éducation physique. Donc, je vais essayer d'être, voilà, de ne pas vous assommer trop sur la fin de journée, puisque le dispositif est un peu complexe. Alors, j'espère que ça sera suffisamment compréhensible. N'hésitez pas s'il y a des questions à la fin, il n'y aura pas de souci. Le contexte un petit peu de cette étude, c'est une étude qui s'est inscrite dans la continuité de mes travaux de thèse et qui en même temps s'inscrit dans le contexte qu'on connaît tous de développement massif du numérique, les MOOC, les différentes plateformes, mais aussi le contexte pandémique. Et donc, dans le cadre de ce contexte pandémique, on a rencontré un problème, une difficulté qui était de comment assurer la continuité des stages de pré-professionnalisation avec des établissements fermés, scolaires, mais aussi universitaires. Donc, on a fait un choix dans ce cadre-là qui était d'avoir recours, pas de la vidéo classique, mais de la vidéo 360 degrés, et cet usage a perduré par la suite, donc, puisque c'était des vidéos qui avaient été conçues dans le cadre d'une plateforme de vidéoformation qui avait été financée. Donc, rapidement, au regard de la vidéoformation et de l'usage de ce type de vidéo, un certain nombre d'études soulignent que finalement, la vidéo 360 degrés et les recherches portant sur ce champ sont relativement peu matures. Il y a peu d'études où il y a une accélération du nombre d'études dans ce champ-là, mais depuis en gros 2017 approximativement. Et en parallèle, on observe aussi un développement de ce qu'on peut appeler soit des technologies immersives ou encore de l'extended reality, en fonction du champ dans lequel on se place, qui se différencie de la vidéo 360 degrés. Pour aller vite, ces technologies dites immersives sont basées plutôt sur des reconstructions informatiques, tandis que la vidéo 360 degrés, elle s'ancre sur un contexte réel, sur réellement de la vidéo. Bon, pour rapidement passer un petit peu sur les évolutions, les types de caméras qui ont pu être utilisées. En haut à gauche, la Sony qui date de 2010 et en bas, une des dernières chez Insta, entre en gros de la HD jusqu'à de la 11K. Donc du coup, pas nécessairement tout pertinent à utiliser puisque ça pose de gros problèmes en termes de streaming, d'image, de stockage, ainsi de suite. Donc, au regard des usages de la vidéo, parmi les usages de la vidéo 360 degrés qu'on a pu recenser dans la littérature, la première expérimentation relative à cet usage-là dans le cadre de la formation des enseignants renvoie au projet Diver qui avait été développé à Stanford à travers les travaux de Roy P notamment. Et depuis, on a pu assister à un certain nombre de développements de l'usage de cette technologie dans différents champs, en marketing, en éducation physique, dans le sauvetage aquatique, mais aussi dans l'entraînement professionnel en basketball, ou encore dans des enseignements en économie ou en santé. Et à l'heure actuelle, donc, on ne retrouve pas de traces de la vidéo 360 degrés dans les principales revues de littérature du champ. Alors, petite exception quand même, la revue de littérature d'Éric Flavier qui est parue en 2021, relative à la vidéoformation dans le champ de la formation des adultes, qui recense l'usage de la vidéo 360 degrés. Mais parmi les différentes revues de littérature qu'on a pu consulter, il n'y a pas de recension des usages de la vidéo 360 degrés. Parmi les usages qu'on a pu identifier dans la littérature, un certain nombre existent, même si le champ est peu développé. Des visionnements avec des vidéos casques grâce à des smartphones, parfois à l'aide d'un QR code,
des visionnements sur ordinateur, accompagnés ou non de grilles de lecture pour interpréter ce qui se passe dans la vidéo, des visionnements seuls ou en groupe, des visionnements de soi ou d'un autre enseignant, des visionnements à travers des annotations sur des plateformes en ligne. Donc, on a recensé 4 plateformes à l'heure actuelle au niveau international. Des visionnements associés entre de la vidéo 360 degrés, de la vidéo 2D, et puis évidemment, comme je vous dis, compliquer les choses, c'est pas rigolo. Et enfin, donc, de la vidéo 360 degrés en complément de certains cours théoriques. Bon, finalement, on a des usages qui sont un peu innovants liés aux objets, à la technologie, mais des usages qu'on retrouve aussi dans le champ de la vidéo formation classique. Parmi certains intérêts, j'ai juste fait une diapositive pour ne pas en faire trop, mais on a pu identifier dans la littérature le recours à la vidéo 360 degrés, par exemple, pour améliorer les relations interpersonnelles, mais aussi la professional vision, la vision professionnelle, avec les travaux de Ferdi, mais encore Télène. L'usage de la vidéo 360 degrés comme un outil qui permet de saisir un petit peu le contexte d'enseignement et la complexité des interactions en classe. La vidéo 360 degrés qui permet, entre guillemets, un engagement visuel actif, une activité exploratoire dans la vidéo. Et Philippe Foch parle notamment pour la réalité virtuelle, mais je pense qu'on peut reprendre aussi cette idée-là, qu'on est face non plus à des étudiants spectateurs, mais plutôt spect-acteurs qui peuvent interagir avec le contenu qu'ils visionnent et changer les orientations dans cette vidéo, dans ce type de vidéo-là. Le recours à la vidéo 360 degrés, par exemple, pour réduire l'anxiété ressentie avant les premières expériences vécues en stage. Alors ça, c'est valable il y a eu des résultats dans le cadre de la formation des enseignants, mais aussi dans le cadre de la formation professionnelle, dans différents champs professionnels. Ça, c'est notamment les travaux de Chadieff. D'autres aspects, par exemple, permettent la découverte de l'environnement dans lequel l'enseignant va enseigner, découvrir l'organisation spatiale, matérielle de la classe, et aussi un intérêt, et donc un champ qui reste, à mon sens, aussi à explorer, relativement au son, c'est-à-dire que ce type de caméra permet de capter l'ensemble du son de la classe, mais on peut faire le choix d'utiliser soit le son global de la classe, soit le son couplé avec un micro-cravate porté par l'enseignant. Et donc, il n'y a pas les mêmes effets en termes de perception, percevoir l'ambiance et, entre guillemets, le brouhaha de la classe, le brouhaha global, et l'activité de l'enseignant. Et enfin, donc, un des aspects qui nous a particulièrement intéressés, c'est d'accéder virtuellement à des environnements dans lesquels on ne peut pas accéder, notamment en période de confinement. Donc, les ressources qu'on a pu utiliser, les ressources vidéo, elles s'inscrivaient dans le cadre d'un projet et d'une plateforme qui a été développée qui s'appelle Formation 360. C'est une plateforme qui a été financée dans le cadre de l'ICIT de Clermont-Ferrand et qui avait pour finalité d'essayer de développer des ressources basées sur de la vidéo 360 degrés en ligne, donc, et pour former des étudiants dans 3 domaines, la formation des enseignants, des futurs enseignants d'EPS, les entraîneurs sportifs et aussi donc l'arbitrage dans le cadre des sports collectifs, puisqu'on a un module particulier. Alors, la plateforme, elle a été conçue au bon moment, puisque la finalisation de la conception de la plateforme a eu lieu en février 2020. Ça nous a permis d'avoir un terrain particulièrement important. Donc, du coup, les principes de conception sous-jacente de ce dispositif, il renvoie à une logique de conception continue dans l'usage. Alors, j'espère que je serai clair, mais il y a eu plusieurs étapes et je vais présenter certains résultats, mais qui s'étalent sur plusieurs années. Une conception à partir d'une entrée activité, de l'activité réelle en classe. L'idée est celle de concevoir un dispositif multimodal, c'est-à-dire multimodal basé sur des vidéos, des photos, mais aussi du texte. Et quand je parle de dispositif multimodal, ça renvoie pour moi aussi à une multimodalité numérique, une multimodalité vidéo, c'est-à-dire que j'ai eu recours à différents formats vidéo, je vais vous les présenter par la suite. Et donc, du coup, les questions qui étaient sous-jacentes étaient quel type de vidéo utiliser, à quel moment dans le développement professionnel, et comment scénariser ces usages, mais aussi, avec la spécificité de la vidéo 360 degrés, comment visionner ces vidéos. Alors, quand on travaillait en ligne pendant le confinement, c'était évidemment avec ordinateur, mais on développe aussi la continuité de ce travail-là avec du visionnement présentiel, avec des vidéocasques. Donc, les vidéos constitutives de ce type de ressources, de cette plateforme, sont des vidéos pour la même
situation de classe en plan serré ou plan large, des vidéos embarquées, filmées avec une caméra lunette portée par l'enseignant, des vidéos que j'ai appelées en plan synchronisé, c'est-à-dire le montage dans la même vidéo du plan large et du plan embarqué, le plan à 360 degrés, et puis évidemment, pour encore en rajouter un petit peu plus, la vidéo d'entretien d'autoconfrontation avec l'enseignant. Donc, le dispositif qui était étudié renvoie à un module en pré-professionnalisation avec des étudiants en éducation physique. Généralement, une partie de la cohorte chaque année était utilisée, à peu près 25-30 étudiants chaque année. Et le dispositif était utilisé aussi bien de façon présentielle et en ligne, donc hybride, mais de façon synchrone et aussi asynchrone, c'est-à-dire qu'ils avaient aussi accès à la plateforme en dehors des temps de travail à l'université. Et donc, l'introduction s'est faite progressivement d'avoir recours de façon un peu plus conséquente à la vidéo 360 degrés. Et plusieurs formats de travail ont été utilisés, donc du travail individuel, en diade, mais aussi en groupe, et aussi avec l'usage de visio-casque en présentiel, mais aussi l'usage simplement du visionnement par ordinateur en présentiel, mais aussi en ligne. L'objectif, in fine, est bien d'arriver à soutenir la réflexion des étudiants relativement à l'activité conjointe de l'enseignant et des élèves pendant les situations d'enseignement. Donc, la question de recherche et les questions afférentes qui sont reliées à notre travail, c'est finalement quels sont les effets formatifs des usages des vidéos 360 degrés proposés dans le cadre de la pré-professionnalisation des enseignants, quelles sont les caractéristiques de l'usage des vidéos 360 degrés visionnées, quelle expérience vécue par les étudiants au cours de leur activité de visionnage et quelles transformations cognitives s'opèrent. Alors, j'ai mis la focale sur la vidéo 360 degrés, mais vous vous doutez bien qu'il y a un travail avec les autres formats vidéo, mais je ne voulais pas vous garder jusqu'à minuit. Donc, le cadre théorique s'insère dans le cours d'action. Donc, en anthropologie cognitive, l'idée est bien d'analyser l'activité in situ dans son contexte. Donc, ça nécessite, et on a réalisé de nombreux enregistrements, des enregistrements lors des TD en ligne, mais aussi en présentiel, sur des ordinateurs dédiés que les étudiants utilisaient avec un enregistrement à l'écran de leur activité qui constituait le support pour l'entretien d'autoconfrontation, mais aussi l'enregistrement de leur activité de visionnement dans le visiocasque. Donc, on a enregistré ce qu'ils regardaient. Parce que si on filme l'activité d'un étudiant qui regarde sur un visiocasque, on voit juste un étudiant qui fait ça, mais on ne voit pas ce qu'il regarde. Donc, l'idée est bien d'envisager à travers ces ressources les dimensions, les propriétés artefactuelles de ce type d'outil. Ça nous a posé un certain nombre de problèmes méthodologiques, la nécessité de réfléchir sur comment on pouvait essayer de retracer l'activité d'exploration en ligne. Donc, ça s'est réalisé, c'était le plus simple, ça, à travers l'enregistrement de l'activité à l'écran. Autre type de méthodologie, c'était d'enregistrer l'activité de visionnement lors de TD, c'est-à-dire qu'on demandait aux étudiants de partager leur écran et c'est eux qui visionnaient la vidéo 360 degrés et qui commentaient ce qu'ils pouvaient observer en cours de visionnement et qui constituait le support par la suite pour l'entretien d'autoconfrontation. Enfin, on a conçu un autre type de ressources, je pourrais répondre dessus par la suite, mais des vidéos 360 degrés qu'on a appelées interactives. Pour ceux qui connaissent un petit peu, ça s'inscrit un peu dans la continuité des travaux d'Alberto Cataneo sur les hyper vidéos, ce qu'on pourrait appeler des hyper 360 degrés vidéo, c'est-à-dire d'insérer des contenus cliquables à l'intérieur de la vidéo. On ne le voit pas très bien là sur la diapositive, mais il y a des petits points rouges qui apparaissent et les étudiants peuvent cliquer, ça ouvre un contenu additionnel. Et enfin, donc, ça, c'est la capture de l'activité dans le visiocasque. Donc, vous voyez l'espèce d'écran qui est ici divisé en deux. C'est ce que les étudiants visionnent. Alors, ils ne le visionnent pas comme ça, puisqu'avec le visiocasque, ils ont une vue comme s'il était réellement dans la situation. Donc, on a pu réussir à dégager 3 types de résultats à partir de ces expérimentations. Le premier renvoie à une expérience de type immersive, mais aussi substitutive chez les étudiants, c'est-à-dire que finalement, en cours de visionnement, ils se sentent vraiment engagés dans la situation et en fait, ils ne réfléchissent pas d'un point de vue d'un rôle d'analyste, mais plutôt d'intervenant, on va dire. Et donc, ils découvrent que finalement,
il s'émancipe d'une sorte de logique d'application de connaissances à finalement le fait qu'ils découvrent que appliquer ce qu'ils ont appris ne fonctionne pas nécessairement et ils découvrent un petit peu la dynamique des interactions et de la co-construction de la situation d'enseignement entre l'enseignant et les élèves. Le deuxième point, il est relatif à une évolution des focalisations attentionnelles, c'est-à-dire de focalisation essentiellement sur l'enseignant, voire sur eux-mêmes quand ce sont des vidéos d'eux-mêmes, à une focalisation plus importante sur les élèves, mais aussi sur l'interaction enseignant-élève. Et enfin, une évolution, une contextualisation, un enrichissement et un requestionnement de connaissances construites antérieurement. Alors, je développe un petit peu, mais je suis désolé, j'ai un peu vite parce que je mange un petit peu le temps. Concernant l'expérience immersive et substitutive, finalement, ils se sentent réellement dans la situation. Et l'activité qui est la leur nous a conduit finalement à découvrir qu'ils sont pris dans des dilemmes, même dans une activité de visionnement en ligne. C'est-à-dire qu'ils sont en train de visionner la vidéo et ils ressentent une certaine frustration à ne pas pouvoir tout observer alors qu'ils sont dans une vidéo en ligne, qu'ils peuvent stopper, revenir en arrière, mais ils sont pris dans le cours de la vidéo où ils veulent essayer de tout observer, observer un élève, mais aussi avoir tout le reste du groupe à l'œil et d'essayer de percevoir, sentir, comprendre la dynamique, l'ambiance de classe, l'atmosphère. Donc, ils sont pris un petit peu dans une sorte de dilemme qui est relativement proche de ce qu'ils peuvent vivre lors de premières expériences en classe, mais aussi qui perdure un petit peu dans le temps. Donc, à travers leur activité d'exploration, finalement, la première exploration qu'il a leur, c'est d'essayer de s'assurer de l'activité de tout le monde, de regarder si tous les élèves travaillent et ils ressentent une forme de frustration à ne pas pouvoir observer tout le monde, alors qu'ils auraient la possibilité, en arrêtant la vidéo, en changeant d'orientation, en passant un temps sur l'élève, et ainsi de suite. Mais cet aspect-là, ils sont tellement engagés dans l'activité de visionnement qu'ils ne réalisent pas cette activité-là. Le deuxième point, il est relatif à l'évolution des focalisations attentionnelles, c'est-à-dire qu'on n'a pas utilisé la vidéo de façon libre. L'usage de ces vidéos-là, il s'est accompagné de consignes spécifiques parce que, effectivement, au départ, on donnait la vidéo entre guillemets de façon un peu plus libre en visionnement et on constatait qu'il tournait dans la vidéo et puis il ne se passait pas grand-chose. Donc, on a utilisé ces vidéos-là avec 3 consignes. La première était de leur demander de regarder la vidéo et d'observer l'ensemble de la situation. Puis, dans un deuxième temps, la deuxième consigne était de leur demander de regarder la vidéo et de concentrer leur observation sur l'activité de l'enseignant. Et enfin, de regarder la vidéo et de se concentrer sur l'activité des élèves. Alors, effectivement, lors de la première consigne, on a retrouvé quelque chose qui était classique, qu'on retrouvait précédemment, c'est que finalement, ils tournent assez vite dans la vidéo. Mais par contre, on a constaté qu'ils n'utilisaient pas les outils spécifiques, c'est-à-dire qu'il y a une molette sur les vidéos 360 qui permet de cliquer et de tourner. Et en fait, l'usage qui en était le leur, c'est qu'ils cliquaient sur l'image et ils tournaient. Ça permettait de tourner beaucoup plus vite et donc de changer les orientations beaucoup plus rapidement pour pouvoir observer tout ce qui se passait. Donc, il y a vraiment une vigilance et un engagement dans l'activité de visionnement. Deuxième aspect, j'ai oublié de le préciser, c'est que la vidéo 360 degrés, lorsqu'elle est visionnée sur un ordinateur, on peut zoomer dans l'image et agrandir certaines parties. Alors, cette fonctionnalité, elle a toujours été présentée aux étudiants dès le départ, mais il n'y a pas eu d'usage particulier. Sauf quand on a commencé à leur demander de se focaliser sur l'activité des élèves, où là, ce n'est pas tous non plus, hein, tous les étudiants, mais certains ont commencé à zoomer pour observer plus en détail l'activité motrice des élèves et essayer de regarder un petit peu, de commencer à réfléchir sur qu'est-ce qui se passe comme type d'erreur dans une situation. Il y en a un qui fait ça, il y en a un autre qui fait ça, et donc, il commence à rentrer dans une logique de catégorisation des erreurs. Enfin, lorsqu'on a commencé à utiliser les ressources plus interactives, 360 degrés, on a pu commencer à voir qu'il y avait une modification de l'usage des connaissances et des premières observations qu'ils avaient réalisées. Alors encore une fois, ce n'est pas juste on a mis cette vidéo, et il y a eu d'abord le visionnement d'une vidéo 360 degrés classique, puis ensuite l'usage de ce type de vidéo-là, et finalement, ils commencent à réinterpréter la façon dont ils perçoivent la situation. Ils commencent à se poser des questions sur
les positionnements, on va dire, moteurs et la motricité des élèves. Et ils arrivent aussi à réinterroger et à recontextualiser certaines connaissances qu'ils ont abordées dans des cours, entre guillemets, plus théoriques. C'est-à-dire que pour eux, là, ça devient concret. Ils voient à quoi servent certaines connaissances. Par exemple, là, on voit en haut à gauche, c'est un travail, c'est des documents didactiques issus de la didactique de l'acrosport. Et là, ils intègrent, ils font la mise en relation entre les contenus didactiques et l'activité des élèves in situ. On ne le voit pas bien ici, mais ici, c'est un extrait des programmes. Et donc là, quand ils conçoivent leur enseignement, ils le pensent, ils font des choix, comme tout enseignant. Dans le programme, on ne peut pas tout enseigner. Mais en revisionnant ça, ils disent, ah oui, c'est vrai qu'effectivement, dans le programme, il y a aussi ça, et on aurait pu aussi envisager ça, ou l'enseignant aurait pu envisager tel ou tel aspect du programme. Donc, pour finir et pas vous en faire plus, je suis déjà en retard, mais l'idée, c'est à travers d'amener plusieurs points sur lesquels on pourra discuter, mais c'est que finalement, il faut être vigilant sur l'usage de la vidéo 360 degrés qui peut apparaître comme un outil qui est un peu innovant, mais qui n'est pas magique. C'est bien l'usage de la vidéo qui peut en faire quelque chose qui peut être intéressant et disruptif. On retrouve les mêmes questionnements, les mêmes problématiques que dans le cadre de l'usage de la vidéo classique, je dirais 2D. Est-ce qu'on offre des situations d'auto, d'allo-confrontation, d'enseignants débutants ou experts? Il y a la question, à mon avis, qui reste à explorer relative à l'usage du son. Quel type de son? Est-ce qu'il faut utiliser les deux? À quel moment? L'idée avait été soulignée par Télène de stage virtuel. Il me semble qu'il pourrait être intéressant peut-être d'utiliser la vidéo 360 degrés plutôt en complément des stages, en une sorte d'enrichissement expérientiel. Et enfin, il y a aussi des limites tout de même, c'est que l'usage de la vidéo 360 degrés peut quand même créer une surcharge cognitive avec beaucoup d'informations visuelles, sonores, notamment quand on visionne en visio-casque. Il peut y avoir, dans certains cas, des syndromes de type mal des transports. On a testé des vidéos dans le cadre de l'arbitrage, des vidéos 360 degrés portées par l'arbitre dans un match de rugby, avec des gens qui visionnent en visio-casque en étant debout. Il a fallu en rattraper, quoi. Et il peut y avoir aussi une forme de distraction chez ceux qui visionnent, c'est-à-dire qu'ils vont regarder plein de choses, mais pas du tout ce que le formateur veut qu'ils regardent. D'où l'intérêt d'avoir un guidage. Par exemple, on a eu recours à des points interactifs, mais ça peut être d'autres choses. Et enfin, pour finir, peut-être que la vidéo 360 pourrait constituer un outil dans l'optique de penser un curriculum de vidéoformation, articulant différents formats vidéo à différents moments de la formation professionnelle des enseignants. Je vous remercie. Et si certains veulent s'amuser, vous pouvez essayer une vidéo 360 degrés avec le QR code. Est-ce qu'il y a des questions? Je peux l'enlever sinon, je vais le remettre après. Voilà. En 360 ou pas? Ouais. Non. Non, en fait, on ne filme pas toutes les activités physiques et sportives, parce qu'il y en a qui s'y prêtent et d'autres pas. Donc, c'est surtout intéressant, par exemple, sur les situations de type travail par atelier. Ou alors, donc, sur les sports collectifs, par exemple, on filme l'activité des élèves qui sont observateurs sur des matchs de sport collectif. Mais il n'y a pas de caméra portée par l'enseignant parce que c'est trop invasif. Voilà. Donc, on essaie de la positionner au centre et après de se faire où vous l'ayez. Ouais, elle peut être positionnée au milieu, au sol, mais aussi au plafond. Bah, c'est trop perturbant pour l'enseignant. On n'a jamais fait ce choix-là et je pense qu'on n'ira pas dessus. Non, non, non.
Non, parce que en fait, l'idée, c'est d'essayer d'avoir des démarches et des outils qui sont utilisables par tous les formateurs. Je ne l'ai pas précisé, mais dans Formation 360, il y a un module étudiant, libre accès pour les étudiants, et un module formateur pour guider avec des scénarios d'usage sur comment je peux utiliser la vidéo 360, aussi les intégrer dans mon enseignement, produire les miennes. Et il y a des tutoriels pour les formateurs et pour les étudiants parce que tous les étudiants ne savent pas non plus qu'il faut cliquer sur la molette pour les réglages de qualité d'image, sur la molette pour tourner, enfin tous ces aspects-là. Oui. Comment est-ce que vous gérez justement, c'est pas un risque à devoir passer de plus en plus de temps à appréhender une petite en lui-même. D'ailleurs, vous l'avez vu, au détriment finalement de l'activité pédagogique en tant que telle. Et deuxièmement, comment former aussi des formateurs, vous avez évoqué les faits pour voir, ça suppose une nouvelle compétence d'ingénieur finalement pédagogique importante. Donc, comment est-ce que vous avez commencé à alors, il y a deux choses. La première, justement, c'est que moi, j'ai commencé à travailler sur la vidéo 360. J'ai commencé à commander les premières caméras quand elles n'étaient même pas commercialisées. Donc, c'était en 2013. Donc, tous les trucs, j'ai tout essuyé. Voilà. Et donc, c'est ce que vraiment j'ai essayé avec Formation 360, c'est de créer tout un tas de tutoriels, mais vraiment simples, et de les tester avec les étudiants pour que, allez, une demi-heure maxi lors du premier cours, et après c'est fini, ils n'ont plus de problème pour comment je mets une vidéo dedans, parce qu'il y a les tutoriels pour visionner avec le visio-casque, les tutoriels en ligne, les tutoriels pour utiliser Zoom et partager des vidéos 360 degrés. Donc voilà, ça a vraiment été ça, d'essayer au maximum de réduire ces contraintes-là. Et j'ai oublié la deuxième question, je suis désolé. Bon, désolé, j'ai oublié. Merci. On va clôturer un petit peu vite, je suis vraiment désolé. J'imagine.